Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans la belle équipe sur CNews. C'est à mon tour de vous souhaiter une très belle année 2022, la meilleure possible évidemment. Très belle année à vous qui nous regardez, belle année également. Meilleurs vœux à mes invités autour de cette table et courageux du 1er janvier 2022. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On va commencer par vous, Gabrielle Cluzel. Bonjour, vous êtes directrice de Boulevard Voltaire. À côté de vous, William Tay. Bonjour, meilleurs vœux également. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Christian Proutot, bonjour. Vous êtes fondateur du GIGN. Et puis Arnaud Chiche, bonjour. Vous êtes médecin réanimateur, anesthésiste réanimateur. Avec vous, on va revenir sur les vœux du président hier soir qu'on a évidemment suivi. La France présidente de l'Union européenne également pour 6 mois. Et également, on reviendra notamment avec vous, Arnaud Chiche, sur le contexte sanitaire en France. Mais on va commencer avec légèreté, cette année 2022, cette première belle équipe de l'année 2022, avec ce reportage de Jean-Luc Thomas à Toulouse. Quelles sont vos résolutions ? On regarde. Le soleil et les 20 degrés du moment rendent forcément la vie plus douce. 2 raisons qui poussent les Toulousains à être positifs en ce début d'année. Je suis normalement optimiste. Malgré cette année qui était très très difficile, mais je suis optimiste. Je reste optimiste. Si on reste pas optimiste, je pense qu'on ne tient pas la route, quoi. Enfin, on devient fou. Les grands classiques que sont la santé et la famille restent en tête de liste pour les priorités de cette nouvelle année. Le travail n'est pas loin, il reste une valeur sûre avec parfois de bonnes nouvelles. Je n'avais pas le papier, je viens d'être régularisé, donc 2022 s'annonce très bien pour moi. Je vais travailler, je vais habiter ici à Toulouse. Je dirais être bien dans mon travail, progresser à ce niveau-là. Je suis encore en alternance. Autour de la Covid, espoir et incertitude se mêlent dans un méli-mélo de perplexité. Il faut espérer que le pire est passé et que ça va s'arranger, qu'on va passer une bonne année et qu'on va trouver des solutions. Je pense qu'on n'en a pas fini. J'aurais envie d'espérer que ça s'arrête, mais j'y crois moyennement aussi rapidement. Pour les 4 prochains jours, les Toulousains prendront leurs bonnes résolutions sous le soleil et un ciel bleu. Une bonne nouvelle ou pas. Allez, on va se concentrer quand même sur les bonnes nouvelles si possible. Il y a de l'espoir, il y a un peu de résignation aussi. Gabrielle Cluzel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce que vous souhaitez nous souhaiter ? Écoutez, on va espérer que toute l'actualité de ce pays ne soit plus dominée par le Covid, parce que c'est vraiment assez insupportable sur le plan sanitaire, mais même sur le plan politique, social, familial. Tout aujourd'hui passe par le Covid, pour le Covid. Qu'en pensent les médecins ? Pardon de vous le dire, mais c'est vrai que cette sensation que la médecine a pris le pouvoir, c'est extrêmement désagréable, puisque la médecine est là pour nous aider à vivre, et en principe, et pas seulement à survivre. Donc j'espère fortement, notamment que cette élection présidentielle, qui va nous forcer à mettre la France au centre de nos préoccupations, va permettre d'enlever ce rideau occultant qui est parfois le Covid. On a l'impression qu'il n'y a plus que ça. La France ressemble à une vieille dame qui est recroquevillée. Vous savez, les personnes âgées, parfois en fin de vie, elles sont tout autour de leurs maux, elles ont du mal à s'intéresser à l'extérieur. Eh bien, il faudrait que la France ne soit pas cette vieille dame recroquevillée sur elle-même. Christian Proutot, peut-être vos bonnes résolutions, ce que vous souhaitez aux téléspectateurs, ce que vous souhaitez pour vous également, à titre personnel peut-être. Non, mais moi, à titre personnel, je le garde pour moi, mais je pense que ce que je ressens à titre personnel, je le ressens par rapport à mon pays, et je pense que mon pays a des... Je suis un optimiste né, moi. Donc je pense que ça ne sert pas à grand-chose de s'apesantir sur ce qui ne va pas, et de se dire, et c'est le principe des vœux, il faut respecter les traditions, même si on connaît les limites de l'exercice, il faut croire en l'avenir. Et je pense qu'on a un pays qui a passé des périodes suffisamment difficiles, et j'en ai croisé quelques-unes, pour espérer que ça ira mieux demain, parce qu'il y a un effort qui est fait par tout le monde, et ça se sent, même si par moments, Gabriel a raison, on a un côté un peu résigné. Il faut se dire que demain, ça ira mieux. Voilà. William Tay, j'aime beaucoup ce que vous dites. William Tay. Alors moi, je suis également assez optimiste pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'après 2 ans de crise sanitaire, on a montré que les Français, qui étaient considérés comme un peuple de Gaulois réfractaires par son président de la République, a réussi à se montrer résilient malgré toutes les restrictions de liberté. Et ils ont été capables de sacrifier leur propre liberté personnelle à une fin de destin collectif. On n'avait pas vu ça depuis assez longtemps. Et les Français, en fait, quand on regarde l'histoire de France, on a vu qu'en fait, les Français ont toujours été au rendez-vous de l'histoire, et qu'ils ont fait face à tous les moments les plus difficiles
difficiles que soient les guerres, les défaites, les occupations ou les grands moments. Et à ce niveau-là, en fait, on était capable de sursaut et le monde nous connaît grâce à la puissance de notre esprit et la grandeur de nos réalisations. Donc c'est pour ça que si la France accepte son destin et allie les traditions, mais en même temps en se projetant dans la modernité, en entrant enfin dans le 21e siècle auquel on a été bridé depuis plusieurs années, je pense qu'on réussira parce qu'en fait, il faut qu'elle soit digne de son histoire qui l'a faite grande, il faut qu'elle soit digne de la nature qui l'a faite belle. Arnaud Chiche, c'est très beau ça aussi. Ben, dis donc. Oui, dis donc, là vous m'avez mis la pression. 2022, j'espère que les choses iront mieux. Malheureusement, la divination ne fait pas partie du pouvoir des médecins. Et ils n'aiment pas non plus le pouvoir, les médecins. Ce qu'ils veulent, c'est exercer leur art en sécurité, pour la sécurité des patients. Il est impossible de probabiliser ce qui va se passer en 2022. Il faut protéger les non-vaccinés en les réconfortant, en les rendant plus robustes. Ce sera une conséquence positive pour les Français. Moi, je suis là un petit peu en porteur de message, pas pour avoir le pouvoir, pour dire que nous, ce qu'on veut, c'est juste faire notre métier de soignant, l'infirmière, l'aide-soignante, la SH, le docteur. Mais que pour cela, on a besoin d'un minimum de moyens. Et si on entend beaucoup les soignants en ce moment, vous savez pourquoi, madame? C'est parce que cette situation sanitaire a mis en évidence la réalité de notre force sanitaire. Et en fait, pour rebondir sur vos mots... Et nos faiblesses. Et nos faiblesses, bien sûr. Et nos faiblesses surtout. Et alors, pour rebondir sur votre vision d'avenir... au-delà de l'action un peu à court-termiste, notamment de revendication, de revalorisation professionnelle, qui est la mienne dans le cadre du collectif Santé en danger, sachez, monsieur, que nous essayons de porter le message que la santé doit être au cœur d'un projet d'économique de demain, en lien avec l'écologie, le lien social, la protection des écosystèmes. Et alors, ce que je trouve absolument génial pour ce 31 décembre, 1er janvier, c'est les températures. Voilà, vous avez vu les températures. Il n'a jamais fait aussi chaud que cela. Et vous savez bien, et soyons optimistes, je pense que le président Macron va annoncer bientôt un plan santé. Voilà, j'ai le droit d'y croire. Et c'est très important parce que les prochains enjeux climatiques, enfin les prochains enjeux sanitaires, en espérant qu'ils ne soient plus pandémique, ce sera sûrement des canicules et il faudra être capable de faire face à cela. Comme vous le savez, il y a eu une canicule assez célèbre dans l'histoire récente qui a mis à mal un peu les hôpitaux. Sachez que si demain, avec un système sanitaire comme c'est le cas, on doit subir ça, ce sera compliqué. Voilà. Eh bien, vos messages en tout cas sont passés. Moi, je souhaite à toutes et à tous de la tolérance, de la bienveillance, et comme ça, tout le monde sera content. Voilà. Ça, c'est mon message personnel. Toujours est-il que certains, beaucoup, vous avez sûrement fait la fête hier soir, vous avez célébré le passage à la nouvelle année. Certains étaient un petit peu plus nombreux que d'autres. Ils étaient 1500 cette nuit dans une usine désaffectée à Saint-Florentin dans l'Yonne pour ce qu'on appelle une free party. Voilà, vous voyez quelques images récupérées sur les réseaux sociaux. Camille Baron, vous êtes avec Sarah Varny sur place, donc dans l'Yonne. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe autour de vous depuis que vous êtes arrivé. Eh bien écoutez, la fête elle continue. Ici il y a encore environ 1500 personnes qui sont sur place dans une ambiance plutôt calme, plutôt une bonne ambiance. Pas encore de gendarmes, ils sont un petit peu plus loin sur des ronds-points. Ils filtrent, mais donc voilà, cette fête qui continue et qui devrait continuer au moins jusqu'à demain. C'est ce que les fêtards nous disent. Ils ont envie de continuer à profiter, de fêter cette nouvelle année. Je vous propose d'ailleurs d'en écouter certains à qui on a justement posé cette question. Mais le Covid dans tout ça, est-ce que ça vous inquiète ou pas? Je vous propose de les écouter. De toute façon, Covid ou non, ça reste un événement interdit et dans tous les cas, le Covid ne viendra jamais modifier la répression qu'on subit. Donc dans tous les cas, ça restera toujours illégal et ça fait des années que c'est comme ça et voilà, c'est pas demain que ça changera. Personnellement, je suis vaccinée, donc je me ferai tester pour mon retour à l'école. Mais moi, je fais attention, je porte pas de masque. Mais après, il y en a pas mal de personnes qui portent quand même des masques à l'intérieur et chacun s'autogère en fait. À toutes. Ah bah voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous m'entendez, mais ce que je disais sur le dispositif de sécurité, ici, pas énormément de gendarmes. On a quand même un hélicoptère qui survole le site depuis ce matin, depuis qu'on est là. Et le préfet qui dit ça prendre très au sérieux. Il a d'ailleurs condamné très fermement tout ça. On a pu aussi discuter avec le maire de Saint-Florentin qui lui dit comprendre la jeunesse, qui demande simplement à ce que la fête se finisse d'ici lundi matin pour que les travailleurs des usines aux alentours puissent aller travailler en toute sécurité. Merci beaucoup Camille Baron avec Sarah Varny. Vous venez de me donner la main parfaitement puisqu'on va écouter justement le maire de Saint-Florentin.
Ça a démarré, si vous voulez, cette nuit, à minuit. D'un seul coup, il y a des voitures qui sont arrivées en foule. C'était même incroyable, des files de bagnoles de partout. Et puis voilà, on a subi. Donc c'est un lieu qui avait été repéré, c'est clair. On a vu quand même, il y a un peu de viande saoule par endroit. Il y a des gens aussi qui titubent. Donc tout ça, il faut quand même qu'on soit organisé pour prendre soin de tous ces jeunes-là. Ce que je souhaite, c'est qu'ils libèrent cette zone industrielle au plus tard demain soir, tranquillement. Gabriel Cluzel, votre réaction, tout simplement votre constat quand on voit ces images, 1500 personnes réunies le soir de la Saint-Sylvestre dans une usine désaffectée. On sait évidemment que forcément les gestes barrières ne sont pas forcément appliqués. Est-ce que votre réaction ? Non, je trouve qu'actuellement, il y a une grande confusion, et c'est ce qui m'inquiète du reste avec cette crise Covid, dans le bien, le mal, l'opprobre que l'on jette sur certains. Moi, je ne suis pas une dingue absolue des rave parties, mais pour le moment, ils n'ont pas tapé sur les gendarmes, en tant que je sache. S'ils se droguent, ça c'est illégal, de fait. S'il y en a, j'ai cru comprendre qu'il y avait ici et là des problèmes de stupéfiants, très bien. Mais en soi, est-ce que se rassembler pour faire la fête un soir de 31 quand on a 20 ans, est-ce que c'est objectivement répréhensible ? Pardon, je me permets de continuer. Nous étions sur le même plateau, parce que cette crise du Covid, c'est un peu, d'ailleurs, il l'a cité, le président de la République, le film Un jour sans fin, c'est-à-dire que on recommence les mêmes séquences. Nous avons eu les mêmes discussions l'an dernier autour de ces rave parties, et ensuite... À Redon, notamment. Exactement, et simplement, ce qui est dommage, c'est que tout le monde pousse des cris d'orfraie, mais ce qui serait intéressant de savoir, parce que c'est ça la question, est-ce qu'ensuite il y a eu un Hiroshima sanitaire qui a suivi ? Et donc là, ils sont 1500 dans quelque chose qui a l'air d'avoir des toits... c'est pas un espace tout petit, je n'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas me demander de les qualifier de grands criminels. Voilà. C'était le sens de ma question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on doit leur tomber dessus pour autant ? Bon voilà, je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire, Christian Proutot. Bien évidemment, on va me reprocher, compte tenu de mes origines professionnelles, de dire ce que je veux dire, mais moi je trouve qu'ils font la fête et ils font de mal à personne, ils sont contents. Effectivement, comme le souligne Gabriel, l'an dernier à Redon, on n'a pas eu de retour. Croyez-moi que s'il y avait eu quelque chose, on l'aurait su. On se serait... Regardez, c'est irresponsable et tout. Il y a eu un foyer, puisque... Non, je devrais dire cluster. Il y a eu un cluster, moi j'ai un foyer de contamination incroyable et tout. Il n'y en a pas eu. C'était pas bien. Il y a des règles qui sont mises en place parce que quand on ne sait pas trop que faire contre une contamination dont on sait qu'elle fait que ce qu'elle veut, eh bien on essaie de mettre en place des mesures. Mais après tout, ils ont fêté et ils continuent de fêter. Il n'y a pas eu de violence. Les gendarmes vont faire leur contrôle parce que pour aller à cet endroit, il ne doit pas y avoir 36 routes. Donc ils seront obligés de repartir par où ils sont venus et ils seront contrôlés. S'ils sont en infraction parce qu'ils ont trop bu, parce qu'ils ont un peu chargé la mule, comme on dit, eh bien, ils en paieront le prix, mais ils ont fait la fête et il n'y a pas de quoi. Néanmoins, il y a un problème qui peut se poser, c'est demain. Je crois que le maire de la ville leur a dit que ça serait bien qu'ils partent avant demain soir pour que les travailleurs puissent aller travailler tranquillement pour la reprise lundi prochain. S'ils ne partent pas, s'ils restent là demain soir, là, la question d'une intervention potentielle va se poser. Et là, ça va être compliqué de déloger 1500 personnes. Non, mais je comprends tout à fait. On l'avait vu également l'an dernier à Redon. Ça a été fait avec discernement. C'est-à-dire qu'on avait fait comprendre... On annonce aux gens, vous devez vous disperser. Là, on a encore un jour, le temps qu'ils épuisent le système. À mon avis, ce qui va se passer dans un premier temps, on va couper l'électricité et couper la musique. Donc, ça va réduire l'envie de faire la fête. Il faut quand même quelque chose qui donne le rythme. S'il n'y a pas de rythme. Et puis je pense que ça fera comme l'an dernier. Les gens partiront naturellement. William Tay ? Je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit précédemment, dans la mesure où j'étais contre les restrictions le soir du 31, parce que en raison de la crise épidémique et des chiffres qu'on voit notamment au Royaume-Uni, on sait notamment qu'on aurait pu fêter le réveillon sans avoir d'incidence sur l'hôpital notamment. Ensuite, après, sur la question des jeunes, en fait, les jeunes ont besoin de faire la fête en ce moment. C'est-à-dire qu'on le voit, ils ont été ce qu'on appelle une génération sacrifiée, ils ont subi les restrictions, que ce soit à l'école ou en enseignement supérieur. Et donc, du coup, ils ont besoin d'extérioriser tout ce besoin, ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de resociabiliser. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les considérer comme des criminels. Après, s'ils ont commis des
ils ont commis des infractions à la loi, il faut les condamner. Si y a commis vous l'avez souligné, c'est la question des stupéfiants. Si par cas ils ont occupé une propriété privée, tout ça, ils doivent être répréhendés sur ces points-là. Après, sur la question sanitaire, là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, ces images-là va être diffusée à l'ensemble de la population et ça va rentrer en contradiction avec l'intention du gouvernement qui était d'être prudent, notamment sur les gestes barrières. Et donc, du coup, une partie de la population va se dire qu'il y a un 2 poids 2 mesures et donc, du coup, que certaines personnes subissent davantage les restrictions que d'autres. Et en ce sens, ça contredit la stratégie sanitaire alors qu'on est censé avoir une discipline collective pour lutter collectivement contre le virus. C'est vrai qu'on se souvient l'année dernière, notamment avec cette free party à Redon, le gouvernement avait réagi assez rapidement, avec une fermeté, justement. Ils annonçaient, voilà, on va intervenir parce qu'il faut que ces personnes se dispersent. Arnaud Chiche, parce que effectivement la question se pose là maintenant du potentiel foyer, comme le dit Christian Proutot. Oui, le problème c'est que les rave parties ne sont pas inscrites dans le Conseil constitutionnel, quoi. Parce que 1500 c'est moins de 2000 et les meetings politiques ils sont autorisés, vous voyez. Oui. Donc voilà. Bref, on entend de pandémie, vous l'avez bien dit, c'est difficile pour les jeunes. Depuis 20 mois, ils ont vécu du distanciel. C'est vraiment une génération, j'espère, qui fera l'objet quand même d'une attention particulière. Tous ces étudiants-là qui ont été perturbés dans leur cycle d'études. On n'en parle pas beaucoup de tout ça, hein, mais je pense qu'il y a des conséquences sérieuses. Ouais, ça me choque pas. Enfin, ça me choque pas, je devrais pas dire ça, mais je suis médecin. Et puis, si derrière, il y a des clusters et des hospitalisations, ce sera pas bien. Après, passer du bon temps en essayant de faire attention, avec du dosage. Faire la fête en faisant attention aux autres, si vous voulez, ça ne me choque pas. La question, c'est dans des rassemblements comme ça, est-ce qu'ils peuvent faire attention aux autres? Je ne sais pas. Voilà, ça a toujours existé. J'observe quand même que c'est un lieu très large, très aéré. Ça n'est pas véritablement confiné. On a envie de penser que c'est un lieu ventilé. C'est peut-être ça qu'il faut retenir, même si je ne cautionne pas tout à fait. Voilà. Christian Proutot. Je voudrais juste faire une remarque technique. Là, c'est l'ancien professionnel du truc qui parle. C'est quand même, en matière de renseignement, ça me laisse perplexe. Parce qu'ils sont arrivés à une heure précise, 1500. Ils se sont donné rendez-vous sur un parking d'un supermarché à côté, à 20 km de là. Ce qui montre, malgré tout le travail qu'on peut faire techniquement sur les réseaux sociaux, et je sais que le terme ne plaît pas, faire techniquement sur les réseaux sociaux, on sait ce que ça veut dire, les contrôler. Mais quand même, il y a des espaces comme Telegram et tout. Les gens qui veulent faire quelque chose peuvent arriver à faire quelque chose. Quand c'est pour faire la fête, ça ne me gêne pas trop. Je pense à ce moment-là à un étage supérieur. C'est si on veut faire quelque chose qui ne soit pas la fête, c'est plus problématique. Voilà, c'est la seule remarque que je voulais faire. Pas de débordement donc nécessairement, pour le moment en tout cas dans Lyon, et c'est tant mieux. En revanche, la nuit était un petit peu plus agitée dans la région de Strasbourg. Vous voyez les précisions de Marie Conan. Oui, c'est une grande partie de l'agglomération de Strasbourg qui a été touchée par ces violences. Vous le disiez, 30 interpellations hier soir. Les débordements ont commencé aux alentours de 20h dans plusieurs quartiers de la ville. Des jeunes ont tenté de s'en prendre à des policiers avec visiblement l'intention d'en découdre. Des attaques à coups de tirs de mortier qui ont blessé 2 policiers légèrement. Pour y poster, les forces de l'ordre ont alors fait usage de grenades. Et dans les affrontements, 87 voitures ont été incendiées à Strasbourg par ces jeunes. D'après le syndicat Alternative Police CFDT Grand Est, des incendies également recensés dans le reste du département du Haut-Rhin. 28 véhicules brûlés, 35 poubelles incendiées. Un couvre-feu avait pourtant été instauré pour les mineurs à Strasbourg entre 22h et 6h du matin. Et parmi ces 30 interpellations, 6 mineurs de moins de 16 ans ont été arrêtés pour non-respect de ce couvre-feu. Gabriel Cluzel, c'est une triste tradition française de ces débordements la nuit de la Saint-Sylvestre. Deux policiers blessés, c'est toujours 2 policiers de trop, 12 personnes interpellées. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors surtout, il n'y a pas que la région de Strasbourg. C'est vrai qu'elle est assez emblématique, cette région, parce que c'est là que ça a démarré dans les années 90. Et il y a en général beaucoup d'incidents là-bas. Mais par exemple, sur les Yvelines, il y a eu une quarantaine de voitures brûlées, 1 policier blessé. Autant que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois me souvenir de ça. Et sur
tous les autres départements, il y a eu les mêmes événements. Donc chaque année, on retrouve ces voitures brûlées dans un nombre plus ou moins constant. Alors parfois, les uns se réjouissent parce qu'il y en a un peu moins et les autres le déplorent parce qu'il y en a un peu plus. Mais finalement, c'est là aussi un phénomène endémique dont on ne vient pas à bout. Et de fait, on commence à appeler ça une tradition. Alors pardon, mais moi, mes traditions ne sont pas celles-là, vous voyez, ni celles de... Tradition, c'est des choses que l'on se passe d'âge en âge. J'ai pas envie que ça s'installe comme une tradition festive en France, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, non, c'est assez stupéfiant, et d'autant plus stupéfiant dans une période où le reste de la France est verrouillé. Nous venons de discuter de la possibilité pour les jeunes de faire la fête ou pas. On sait qu'il y a des policiers qui ont fait le tour des rues dans les grandes villes pour vérifier que le masque était bien au-dessus du nez. Je doute fort qu'ils aient leur masque et fait tous les gestes barrières, hein, et ils ont brûlé des voitures. Finalement, en toute impunité, on le savait, on nous avait prévenus, et je suis d'ailleurs là aussi à chaque fois très étonnée de la façon dont on nous prévient. On nous dit, comme une catastrophe naturelle, il y aura un épisode de neige, il y aura un épisode de voitures brûlées, et on n'arrive à rien. Couvre-feu, force de l'ordre. Et vous pouvez bien comprendre qu'un certain nombre de Français se disent, mais pourquoi mobilise-t-on des policiers pour aller vérifier que Madame Tout-le-Monde ait bien mis son masque au-dessus du nez, et pourquoi n'en trouve-t-on pas pour arrêter ce qui est autrement plus grave, et là, évidemment, illégal, de brûler les voitures. On a le sentiment qu'il y a une France qui fiche un peu la trouille au gouvernement, et une autre France que l'on verrouille. Néanmoins, ce couvre-feu, notamment pour les moins de 16 ans, a semblé marcher, fonctionner un petit peu. C'est-à-dire que les policiers, les policiers s'attendaient à plus de débordements s'il n'y avait pas eu ce couvre-feu pour les mineurs. William Tay, votre réaction? En fait, cet épisode marque, comme l'a souligné Gabriel Cluzel, la puissance de l'État. En fait, à chaque fois, chaque année, on a une sorte de nouvelle tradition française qui est de voir des voitures brûlées. Moi, j'en parle d'expérience. Attention au mot tradition. Hein. Attention. Non, mais j'en parle d'expérience parce que j'ai travaillé comme caissier dans une station-service, et on recevait tous les soirs du 31, enfin juste la semaine du 31, on recevait une fiche interdit de vente de carburant, etc. Donc on sait exactement qu'il va y avoir des débordements. Et l'État est incapable de répondre à ces violences pour les régler. Premier point, c'est de dire qu'il y a des quartiers qui sont absolument hors de contrôle. Deuxième point, c'est qu'il y a une partie de la population qui, en fait, manifeste son besoin d'expression et son besoin d'existence par affronter les forces publiques, notamment en attaquant les policiers, les gendarmes, les pompiers et tous les représentants de l'ordre public. Ça peut être les élus ou différentes façons. Et c'est pas uniquement une question de contrôle du territoire, sinon vous n'aurez pas des pompiers qui sont attaqués, parce que les pompiers viennent pour sauver des gens. Donc en fait, ils sont là pour manifester leur opposition, et ils sont quasiment dans une manifestation anti-France. Et c'est pour ça qu'ils font cet acte-là. Ensuite, après, comment on fait pour y répondre? Le seul problème, c'est qu'en fait, par rapport à l'État... Quand sait-on? Pardonnez-moi, quand sait-on? À partir du moment où c'est notamment Alain Bauer qui le démontrait, à partir du moment où vous manifestez constamment des violences contre des représentants de la force publique, pas uniquement qui expriment un besoin de violence comme les policiers, mais également tous les autres besoins type pompiers, etc., c'est une manifestation contre la France. Et à partir du moment, il faut répréhender ce type de population, d'une part par l'éducation, et deuxièmement en reprenant le contrôle de ces territoires. Alors, pour reprendre le contrôle de ces territoires, la difficulté, c'est qu'en fait l'état de droit et le cadre législatif actuel ne permet pas, en raison des différentes protections qui sont tout à fait légitimes dans un état de droit par le Conseil constitutionnel. Donc si par cas nous ne modifions pas la loi ou nous n'établissons pas des états d'urgence au niveau local, il sera impossible de reprendre ces territoires. Et la population a montré, notamment depuis septembre et l'avènement d'un certain candidat qui s'appelle Éric Zemmour, que les Français ont besoin de reprendre le contrôle de leur territoire pour démontrer leur attachement à la République. Christian Proto? Oui, mais bien, l'attachement à la République par rapport à des événements qui se produisent depuis, malheureusement pour les avoir vécus depuis longtemps, bien sûr c'est crétin, c'est complètement imbécile de brûler la voiture de quelqu'un qui n'aura plus de voiture pour aller au travail le lendemain. Parce que souvent, ceux qui payent de ces exactions, ce sont des gens de leur quartier qui ont besoin de leur voiture pour travailler, qui sont dans la même situation qu'eux, pas forcément meilleure. Donc c'est pas l'expression d'une révolution sociale, c'est la bêtise pure. Et quand la bêtise pure s'installe, eh bien, la combattre, c'est facile à dire, sauf qu'il faut être sur place. Et depuis un moment, on avait décidé que la présence policière, ce qu'on appelait la police de proximité, n'était plus utile. Alors anticiper sur des événements qui sont dus qu'à la bêtise humaine, sans être sur place pour pouvoir savoir qui fait quoi, c'est pas forcément évident. Et là où Gabriel a raison, c'est vrai qu'il est plus facile d'aller voir si quelqu'un a mis son masque
que d'aller voir ce qui peut se passer. Mais c'est très juste ce que vous nous dites là, parce que alors, pour couvrir régulièrement les émeutes urbaines notamment, etc., dans les grandes villes, dans les périphéries également, dans les banlieues, à chaque fois les habitants nous disent eh bien, avant il y avait un commissariat de proximité, il n'y en a plus. Résultat, on voit ces images. Est-ce que pour autant ce sont des actes anti-France ? Non, moi, c'est là où je suis pas d'accord sur ce qui vient d'être dit. C'est pas un acte anti-France, c'est la bêtise de ceux qui ont l'impression qu'ils font la fête, parce que eux, dans leur tête, il manque une case, ils font la fête. Oui, mais il se trouve qu'il y a une concomitance. Et moi, je veux bien que ce soit une coïncidence, mais j'ai quand même du mal à le croire. C'est qu'il se trouve que c'est dans des dans les quartiers identifiés comme zone de non-droit, où monte l'islamisme, la délinquance, le communautarisme, qu'on voit ces voitures brûlées. Alors, c'est pas seulement de la bêtise gratuite. Moi, je crois, comme William, que c'est une manifestation c'est notre territoire. C'est une façon de marquer notre territoire. Gabriel, si on était envahi, on aurait eu le feu partout. Or, Strasbourg, ça fait des années que c'est comme ça. Non, mais moi, je suis contre cette façon. Je suis contre l'idée de présenter de façon parcellaire ces voitures, parce que ces voitures brûlées, parce que chaque année, c'est pareil. Vous savez que c'est Brice Hortefeux qui avait décidé qu'on ne faisait plus de décompte officiel parce que, soi-disant, ça faisait de la concurrence entre les quartiers, comme si aujourd'hui, les quartiers, avec les réseaux sociaux, ils avaient besoin d'une déclaration officielle du ministère de l'Intérieur pour savoir combien de voitures avaient été brûlées et pour faire de la concurrence entre eux. Et donc, en disant, il y en a tant de l'Embarras, il y en a tant dans les Yvelines. Donc effectivement, il y a bien un policier blessé dans les Yvelines, j'ai vérifié. Il y en a tant à Toulouse, tant à Nantes, tant à Bordeaux. On se dit, il y en a 50 là, 50 là, 50 là, ça va. Oui, enfin, quand on prend l'ensemble, ça fait 1 millier de voitures brûlées, 1 millier de voitures brûlées sur l'ensemble de la France. Et c'est un problème récurrent on ne parvient pas à résoudre. Et vous le savez aussi, ce n'est pas seulement pour le Nouvel An, c'est aussi pour le 14 juillet. Et il y a comme ça des dates. J'entendais quelqu'un sur votre antenne, et je trouvais que c'était très intéressant, de dire qu'il y a des dates où il y a des zones de non-droit, de fait, où les voitures sont brûlées, on le sait. Gabriel Cluzel, vous restez bien avec nous, tous les trois également, évidemment. Vous restez bien sur CNews, on revient dans quelques toutes petites minutes. Promis, à tout de suite. Je vous raconterai. Nous sommes évidemment de retour sur CNews dans la belle équipe, avec cette belle équipe du jour, Gabriel Cluzel, William Tay, Arnaud Chiche et également Christian Proutot. On va dans cette deuxième partie évidemment parler d'Emmanuel Macron. Vous étiez devant votre télévision hier soir ? J'ai regardé, bien sûr, il faut regarder le président de la République. Arnaud Chiche. Je suis obligé, je voulais vérifier qu'il appliquait bien le plan santé que je lui avais conseillé quelques heures avant. C'est pas tout à fait fini. On va y revenir. William Tay ? Oui, tout à fait. Gabriel Cluzel ? C'est mon métier, j'ai regardé. Absolument. Et moi aussi. Et du coup, ce président de la République, Emmanuel Macron, s'est montré optimiste pour sauver aux Français. On écoute. Alors, au moment où je m'exprime devant vous ce soir, je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour l'année qui vient. Optimiste pour notre nation, pas simplement pour 2022, mais pour les années qui viennent. Car l'ambition et la solidarité dont nous n'avons cessé de faire preuve nous autorisent tous les espoirs. 2022, peut-être, sera l'année de sortie de l'épidémie. Je veux le croire avec vous. L'année où nous pouvons voir l'issue de ce jour sans fin. Élodie Huchard de notre service politique. Bonjour Élodie, très belle année 2022 à vous. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Que retenir de cette allocution de 13 minutes et quelques ? Eh bien, c'était un numéro d'équilibriste en fait pour Emmanuel Macron. D'abord sur la crise sanitaire, on vient d'entendre d'un côté le président de la République a envie d'être optimiste, de dire aux Français que 2022 marquera peut-être la sortie de cette crise sanitaire. Et dans le même temps, il a aussi dit que les semaines à venir allaient être très compliquées. Le président de la République, évidemment, qui a dû revenir sur la crise sanitaire assez largement. Il a aussi parlé de la vaccination pour expliquer aussi aux Français qu'il y avait des raisons d'espérer qu'on n'était plus aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se trouvait il y a un an. Et puis, de manière plus ou moins finalement honnête, il a été question aussi de l'élection présidentielle de 2022. D'abord parce que le chef de l'État l'assure, il faut que ces échéances électorales, d'abord la présidentielle, ensuite les législatives, aient lieu de la manière la plus normale possible. Et puis, il a lancé aussi cette phrase qui a beaucoup fait parler depuis hier soir. Je le cite, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir. Au moment où on se parle, Emmanuel Macron n'est pas encore candidat. Tout est prêt. En
revanche pour sa candidature, Emmanuel Macron, qui a aussi dressé son bilan. Il défend, je le cite, des réformes qui étaient attendues depuis des décennies et qui changent aujourd'hui la vie des Français. Et puis Emmanuel Macron qui a lancé plusieurs appels. D'abord à ceux qui, à l'heure actuelle, ne sont pas encore vaccinés. C'est 5 millions de Français qui n'ont pas fait leur première dose. Emmanuel Macron leur a lancé, je le cite, « La France a besoin de vous ». Et puis il a aussi lancé un appel au rassemblement, je le cite, « Rien ne peut résister au peuple français rassemblé ». Donc on voit un président de la République qui promet qu'il sera au service des Français jusqu'au dernier jour de son mandat, mais surtout qui semble déjà voir un petit peu plus loin. Élodie Huchard, merci à vous. Vous restez évidemment avec nous. On a besoin de vous, évidemment, dans cette émission. Vous savez comment ça marche. Si vous avez envie de participer, de donner une explication, vous levez la main et puis Paul vous donnera la main donc en régie. Arnaud Chiche, je vous ai très peu entendu sur cette première partie, donc je commence avec vous pour cette deuxième partie d'émission. Il a raison d'être optimiste, Emmanuel Macron, aujourd'hui ? Je pense que donner de l'optimisme aux Français, c'est quand même important, surtout au moment des fêtes de fin d'année. Et puis, ça permet quand même de montrer qu'on est aux manettes et puis qu'on ne se laisse pas abattre par une sinistrose. Et ça, voilà, moi je pense que le Français, devant sa télé, qui écoute son président, il a besoin de sentir un président punchy. Voilà, bon. Une fois que j'ai dit ça, moi je l'ai écouté hier forcément avec vraiment un prisme centré sur la santé, vous vous doutez bien. Je ne suis pas là pour condamner les dirigeants. Je ne suis pas moi un homme politique ni un syndicat, je suis là pour essayer d'ouvrir le champ visuel de ces gens-là qui sont aux commandes et notamment des conseillers santé qui ont actuellement un prisme trop étroit. En fait, il faut comprendre que... Vous considérez comme lanceur d'alerte plutôt ? Oui, lanceur d'alerte, force de proposition, râleur mais constructif, critique mais aidant, voilà. Et moi, je suis plutôt aidant. Emmanuel Macron, quand il est arrivé, quand même, a été source d'espoir. Hein, ce jeune président, très intelligent, etc. Je reconnais aussi que son quinquennat n'a pas été facile avec cette pandémie-là. Ça me fait penser un peu à Sarkozy avec la crise monétaire. Bon, voilà. Mais ça, on les a pas obligés à être président de la République. Donc, on ne va pas non plus les plaindre. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait... les grandes crises sont parfois le bon moment pour des grands changements dans notre histoire. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler la naissance de la sécurité sociale et dans quel contexte c'est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, si vous voulez, notre système sanitaire en France a vieilli. Il a été vaillant, mais il a vieilli et il a été abîmé par des dogmes économiques qui, aujourd'hui, arrivent à leur but extrême, c'est-à-dire un système de santé essoré avec des soignants qui ne veulent plus travailler dans ces conditions-là, qui n'ont pas signé pour ça. Alors tout de suite, je vais commencer par la fin. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, vous les connaissez, la génération Z. Je peux vous dire que les jeunes futurs soignants, ou les futurs jeunes soignants, n'accepteront pas de travailler dans ces conditions-là. Et donc en fait, moi ce que j'attends de mon président, c'est qu'ils se rendent compte que le système de santé, il faut le repenser, qu'il faut replacer l'humain au centre du jeu, le respect. Quand on a dit le respect, il y a évidemment le respect des Français qui seront soignés, mais il y a aussi le respect des soignants. D'accord ? Et actuellement, on est dans un système qui broie les soignants. On sait que ça va coûter de l'argent, voilà. On sait aussi que c'est une barrière. Il y a eu le Ségur de la santé. L'argent des Français. L'argent des Français, mais tout dépend comment on fait le modèle économique. Et moi, je conteste complètement le modèle économique actuel. Je suis désolé, la santé n'est pas une usine de chaussures qui va vendre ses chaussures à la fin pour récupérer. La santé, on est là pour soigner des malades. Et moi, je ne sais pas si la santé je sais pas. On ne peut pas appliquer à la santé un système d'économie marchande. Le Ségur de la santé était une bonne porte d'entrée. Et peut-être même une source d'espoir. Mais en fait, on a l'impression qu'une fois qu'on a ouvert la porte, derrière, le couloir, il est muré. Et c'est ça qui bloque. En fait, tout à l'heure... Optimisme donc plus que mesuré. Oui, plus que mesuré, parce qu'en fait, si on ne prend pas conscience du fait qu'aujourd'hui, il fait 15 degrés, et que le Covid est, qu'on y croit ou pas, quand même une conséquence directe ou indirecte de la déforestation, de l'agriculture excessive, que tout cela est en lien avec nos écosystèmes, que nos prochains enjeux sanitaires seront climatiques, que la santé doit être au centre de l'économie de demain, dépositaire de plein de métiers, de plein de projets. On doit avoir, j'ai fini, un système sanitaire élastique, souple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Capable de répondre à une forte demande sanitaire à un moment donné. On l'a compris, on aura encore des crises pandémiques, on aura encore des crises climatiques. Mais pas tout le temps. Ça nécessite quoi ? De l'ingéniosité. Il va falloir des nouveaux métiers. Être capable de faire la flexibilité, tout simplement. Mais bien sûr, être capable de faire
d'être infirmier en soins intensifs quand tu auras besoin. Et puis le reste du temps, faire de la prévention, du développement durable, de l'éducation. Prévention, développement durable, éducation. William Tay, vous êtes d'accord sur cet optimisme plus que mesuré, je dirais même plus optimiste là. Non, alors je suis très optimiste dans la capacité des soignants comme le collectif Santé en danger et d'autres à aider les spécialistes qui sont au pouvoir à appliquer cela. Nous, ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est être une plateforme d'idées. Et d'ailleurs, je vous annonce un peu officiellement, j'en profite, voilà. Très rapidement. En mars, on va organiser une sorte de convention de la santé avec une charte assignée par tous les candidats à la présidentielle, avec 10 propositions, et on leur demandera de s'engager sur ces 10 propositions-là, des propositions très fortes. 2 exemples. Je vais quand même donner la parole à vos voisins, cher Arnaud Chiche. Un moratoire sur la fermeture des lits. On aura le temps d'y revenir. Et plus jamais de déprogrammation en France. Ce qu'on souhaite évidemment tous autour de la table. William Tay, je vous donne la parole. Excusez-moi. Oui, pas de souci, pas de souci. Alors moi, je vais revenir sur votre point, mais d'abord, je vais revenir sur l'allocution du président de la République. Alors moi, sur la forme, puisqu'on a... Est-ce qu'on peut penser que le président de la République a fait une bonne allocution ou pas? En fait, si on juge en absolu, c'était plutôt moyen. Mais par contre, là où il a un avantage, c'est qu'on peut le comparer par rapport aux autres vœux des autres postulants à la fonction de président de la République d'avril prochain. Et quand on compare sur la forme, Emmanuel Macron a été le meilleur et apparaît comme celui qui apparaît comme ayant la meilleure stature et celui qui donne la meilleure image de la France à l'étranger. Parce que d'un point de vue du code, il est jeune, il est dynamique et il s'exprime pas très bien, il a une bonne image. Par contre, là, il a un problème, c'est sur la question du positionnement stratégique, parce que d'une part, il est très flou. En fait, on comprend plus que ce qu'est Emmanuel Macron. Autant en 2017, j'étais capable de vous dire quelles étaient ses idées sur l'économie, sur l'Europe, à partir de son discours de la Sorbonne et sur l'ensemble des sujets. Mais aujourd'hui, il a adopté une position qui était dans la lignée de la stratégie qu'il veut faire de France Unie de Mitterrand de 88, c'est-à-dire qu'il s'exprime sur un sujet qui sont très consensuels et il décline quasiment aucune vision et aucun aspect programmatique dessus. Enfin, après, troisième point, c'est là où il a un défaut, c'est son bilan. En fait, il vend son récit, qui est donc le sien, mais qui est un peu déconnecté de la réalité. Je vais prendre plusieurs exemples. Un point, il dit la France s'en sort mieux aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Je ne sais pas sur quelles données il se base pour se dire ça, parce qu'en fait, la crise sanitaire a modifié la géopolitique mondiale. On sait désormais que la Chine va devenir la première puissance mondiale, que les États-Unis sont plutôt déclassés et que l'Europe et surtout la France au sein de l'Europe, sont principalement déclassés. Donc du coup, son bilan va lui porter défaut. Et je pense que ça lui est profitable de fait de ne pas avoir de débat sur son bilan et sur sa politique et sur sa vision. Enfin, deuxième point, quand il dit que le niveau de vie des Français a augmenté, si on prend comme un technocrate classique, effectivement, on regarde les statistiques de l'INSEE et on voit que le pouvoir d'achat des Français a plutôt augmenté dans sa globalité. Par contre, si on regarde par sous-catégorie, est-ce que le pouvoir d'achat des catégories intermédiaires a augmenté? Non. Est-ce que le pouvoir des classes populaires a augmenté? Non. En raison de 2 points, en raison de l'inflation et de l'augmentation des dépenses contraintes. Et donc, du coup, le président de la République, face à son bilan, il porte un véritable boulet sur ce plan-là. D'une part, parce qu'il va être jugé, est-ce qu'il a mieux géré la crise sanitaire que les autres pays? Il a été plutôt moyen. Et deuxièmement, est-ce qu'il a accompli les promesses qu'il avait faites dans son livre Évolution de son programme de mars 2017? Il avait cette promis question que vous soulevez, la France est-elle plus forte depuis 2 ans? En tout cas, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. On l'écoute et on revient tout de suite. La France, malgré les épreuves, est donc plus forte aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Tout cela, c'est grâce à vous. Grâce à nous tous, grâce à notre esprit de résistance, notre solidarité, notre civisme, notre engagement et notre esprit d'entreprendre. Alors au moment où je m'exprime devant vous ce soir, je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour l'année qui vient. Résolument optimiste, la France est plus forte depuis 2 ans. C'est peut-être ce message... Alors, c'est peut-être bateau à dire, facile à dire, entre guillemets, mais c'est aussi un message d'espoir. La France est plus forte qu'il y a 2 ans. C'est complètement gratuit. Il serait journaliste, on lui dirait c'est quoi tes sources? Parce que, très honnêtement, qui peut prétendre aujourd'hui que la France est plus forte qu'il y a 2 ans? On la voit extrêmement fracturée, on la voit fragilisée, on voit la crise Covid a mis à nu ce grand déclassement dont on parle, qui effraie de nombreux Français, et la santé en est un aspect, c'est-à-dire ce sentiment qu'on ne sera plus protégé par un système de santé qui était réputé excellent en France, et on l'a vu, mais c'est pas non plus, même pour revenir sur le sujet de la santé, c'est pas seulement la santé de chacun, c'est aussi sur le plan de souveraineté. On voit bien que la santé, c'est régalien presque, et on voit bien que dans ce domaine-là, la crise Covid l'a démontré, nous ne sommes plus maîtres de la santé, et les Français ont lieu de s'inquiéter. Mais il n'y a pas que ce sujet-là. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait un petit florilège, un petit inventaire à la Prévert de toutes les réformettes, les mesures,
qui ponctuellement sont intéressantes. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Hein. La prime inflation, j'ai donné ceci aux agriculteurs, cela aux autres. Mais ça, ce n'est pas une vision de la France. Et en cela, je rejoins mon voisin. Ce n'est absolument pas une vision de la France. C'est donner quelques gages extrêmement ponctuels, disséminés à des niches. Alors en cela, il est fidèle à lui-même, Emmanuel Macron, parce qu'on sait que sa campagne, il l'a fait sur un principe commercial de niche. Il y a deux façons de faire campagne, soit on regroupe les électeurs sur un dénominateur commun, et en cela on peut ou pas aimer Éric Zemmour, mais son dénominateur commun, c'est la France, l'amour de la France, et qui peut disparaître. Je crois que c'est le dénominateur commun de tous les candidats. À partir du moment où on se présente à une élection présidentielle, je considère que toutes les classes de la société peuvent se rejoindre sur cette idée que la France va disparaître et que nous ne souhaitons pas qu'elle disparaisse. Là, Emmanuel Macron a fait un florilège de mesures plaisant à telle ou telle niche, mais c'est pas une vision commune de la France, et c'est pour ça que ça donne l'impression de partir dans toutes les directions. Moi, je trouve que sur la forme, c'est toujours très beau, il a une excellente diction, c'est toujours de ce point de vue-là magnifique, mais ça ressemble quand même beaucoup à une coquille creuse. Christian Proto. Ouais, je suis content que Gabriel ait évoqué un autre type de discours pour dire que justement, c'est parce qu'il y a ce type de discours que je suis content qu'on ait un président de la République qui soit optimiste. Parce que sinon, j'en ai marre d'entendre les Doors and This is the End à tour de bras. Si c'était la fin, ça se saurait. Donc moi, je vois que effectivement, on a appris en 2 ans et qu'on ressort plus fort. Personne ne peut le nier. Quand on voit que il a fallu tout arrêter à un moment, on a quand même eu les moyens, et aussi grâce à l'Europe, d'être en capacité de pouvoir reprendre. Si on n'apprend pas du fait que dans des moments difficiles, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est arrivé plusieurs fois, beaucoup de fois dans l'histoire de la France a su tenir, et elle continue, elle maintient le cap. Si on ne le dit pas, qui va le dire? Si c'est pour dire c'est l'autre, notre ennemi, on va être envahi, on va tous mourir, moi je suis désolé de ce discours, je n'ai pas envie de l'entendre. Et s'agissant de la problématique qui était évoquée tout à l'heure par M. Chiche, et sur laquelle je suis d'accord, parce que la crise, j'ai eu à la gérer. On a eu à développer des systèmes de gestion de crise, et je me suis aperçu que, malheureusement, dans notre pays, la crise, c'est bien d'en parler, mais de faire ce qu'il faudrait pour pouvoir l'anticiper, eh ben, on ne veut pas, parce que ça coûte toujours trop cher. Il y a des ministres qui l'ont payé de leur position. Hein. Sous Nicolas, en 2003, Roselyne Bachelot, on lui a reproché d'avoir voulu anticiper sur le SRAS. On a dit qu'elle avait dépensé des sous pour rien. Donc, si on veut effectivement gérer les crises avant, ça va coûter de l'argent. Et c'est toute la problématique de la fonction publique. Parce que la fonction publique, ça a été à un moment le mouton noir. Ça coûtait cher. Le service public, ça coûtait cher. Et on a voulu le rendre rentable. Bonjour le résultat, regardez la rentabilité de l'hôpital. Ça devient débile. Et ça va coûter combien, Arnaud Chiche? Ce que vous proposez, ça va coûter combien? Ah oui. Je pense qu'il faut faire un Ségur par an pendant 5 ans. En fait, la santé a été abandonnée pendant 30 ans. Je pense qu'on peut donner aux politiques 5 à 10 ans, quoi. Il faut pas se comporter comme des capricieux. Ça va être très long parce qu'il faut tout repenser, vous voyez. La santé, elle doit être réorganisée régionalement. On doit vraiment faire attention aux soignants. On doit associer les médecins à la gestion des hôpitaux. Même, vous voyez, donc on doit tout refaire. Le rôle des ARS, par exemple. Le rôle des ARS est complètement obscur. C'est aujourd'hui, en fait, une entité qui prend de l'information et éventuellement qui donne de l'information descendante, mais elle est incapable de s'impliquer. La première crise Covid a été complètement gérée par les soignants de terrain, vous comprenez? Et c'est là où je voulais en venir, juste pour rebondir sur votre intervention, et sans vouloir monopoliser la parole. Cette crise Covid dit une chose, et en cela, je rejoins le président. Je ne pensais pas dire ça aujourd'hui. On doit être unis. On doit s'unir. Bon... Une épidémie comme ça contre laquelle on doit tous lutter doit être fédératrice. Jusque-là, on est tous d'accord. Oui, mais elle doit être fédératrice pour nous permettre de réinventer la suite. Et c'est là où, pour moi, ça pêche. C'est-à-dire que, je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit, madame, il fait un bilan qui est très bien,
Mais comme vous l'avez dit, monsieur, pour anticiper l'avenir, il faut un coup d'avance. Il faut avoir un temps d'avance. Et il a de la chance, Emmanuel Macron. Il a des soignants de terrain, je ne parle pas que de moi, il a des soignants de terrain qui s'expriment. Bon, tant que le Conseil de l'Ordre me permet de le faire, je m'attends un jour à recevoir un coup de fil, mais bon. Il a des soignants qui s'expriment, des syndicats, des collectifs, des corps intermédiaires. Pourquoi il ne se nourrit pas plus de cela et qu'il n'impose pas cette pensée-là à ses conseillers spéciaux? Parce qu'en fait, il ne se réinvente pas. Vous avez bien compris, excusez-moi d'insister, mais enfin, écosystème, réchauffement climatique, canicule, santé de demain. Vous savez aussi qu'on vieillit beaucoup quand même en France. On vieillit et on a encore décidé de soigner nos aînés. Et enfin, pour finir, après le discours d'Emmanuel Macron, l'aide-soignante dans l'EHPAD, le week-end, certaines, beaucoup, trop nombreuses, n'ont toujours pas le temps de faire des toilettes entières à nos petits vieux qui sont hospitalisés. Parce qu'en fait, le week-end, elles sont moins qu'en semaine. Et le week-end, en fait, elles vont faire ce qu'on appelle visage, main et partie intime. Elles vont pas faire une toilette entière. Et voilà, je suis désolé. Et aujourd'hui, encore une fois, on se projette sur 2022, mais en fait, on est déjà sur une jambe. Vous le savez comme moi, il y a des services d'urgence en France qui sont fermés. Il y a des SMUR en France qui sont fermés. On démarre 2022 avec une inégalité d'accès aux soins. Et il faut réformer. Oui, mais réformer. Je vais être obligé de vous couper, pardonnez-moi. Parce qu'on a un autre thème. Coupez-moi. Mais on adore vous écouter, évidemment. Vous le savez, Arnaud Chiche. On a un autre thème à aborder. Néanmoins, c'est la présidence française de l'Union européenne. Parce que ça y est, depuis aujourd'hui, la France est présidente. En tout cas, Emmanuel Macron est le président de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Marine Mulset est partie à votre rencontre. C'est un tour de rôle, hein. C'est un turnover, donc ça n'a rien de particulier. Chaque pays prend son tour, donc c'est dans l'ordre des choses. C'est pas la France qui prend le pas sur les autres pays, c'est plus la France qui assume son rôle au sein de l'Union européenne. Je ne suis pas sûre que ça ait un intérêt extrême parce que vu les difficultés qu'il y a en France actuellement, je pense que le président est plus occupé avec ce qui se passe ici que ce qui devrait se passer au niveau de l'Europe. Donc je ne pense pas que ce sera une présidence qui sera vraiment cruciale pour l'Europe ni pour la France d'ailleurs. Élodie Huchard, à quoi ça sert ? Alors, on va distinguer le fond et la forme. En fait, à quoi ça sert effectivement, hein, chaque pays prend la présidence française de l'Union européenne de manière les uns après les autres. Donc, c'est une fois en fait tous les 13 ans. Alors, à quoi ça sert? D'abord à mettre des sujets à l'ordre du jour et surtout à donner une impulsion. Donc, les priorités de la France parmi les dossiers à mettre en avant, une refonte de Schengen, une meilleure Europe de la défense et puis l'organisation d'un sommet entre l'Union européenne et l'Afrique. Alors, les priorités, elles sont résumées dans un triptyque: relance, puissance et appartenance. Alors ensuite, comment ça se passe très concrètement? D'abord, je vous donne un calendrier qui est maintenu au moment où on se parle. Évidemment, la crise sanitaire pourrait faire peut-être évoluer les choses. D'abord, Emmanuel Macron va s'entretenir avec les commissaires européens et puis fin janvier, il ira devant le Parlement européen. Il va donner finalement sa feuille de route avec les dossiers notamment dont on s'est parlé. Pas de place à l'improvisation. La feuille de route doit être claire. On n'improvise pas, on rajoute pas les dossiers en cours de route. Ensuite, tout son gouvernement, tous ces ministres vont organiser des sommets, des réunions avec leurs homologues européens pour tenter de faire avancer ces dossiers. Parmi les autres dossiers qui sont chers pour le président de la République, il y a aussi l'écologie. Il veut un pacte vert pour l'Union européenne. Alors ça fait beaucoup de dossiers, beaucoup de réunions. En revanche, on le rappelle, c'est 6 mois de présidence française, c'est assez court. Et puis surtout, on ne peut pas occulter le fait qu'il y aura l'élection présidentielle. Alors d'ailleurs, l'opposition avait demandé à Emmanuel Macron de ne pas prendre la présidence française, de la laisser passer pour cette fois-ci, parce qu'effectivement, nos homologues européens peuvent être un petit peu sceptiques. Potentiellement, on changera de président de la République pendant cette présidence française. Donc forcément, pour les dossiers au long cours, c'est un petit peu plus compliqué à envisager. Élodie, premier jour et première polémique patatras. À droite, tout le monde tombe sur le président. Expliquez-nous. Oui, alors en cause, en fait, hier, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, on va en parler dans un instant, ont découvert que sous l'Arc de Triomphe flottait le drapeau européen et non pas le drapeau français. Vous voyez la réaction ici de Marine Le Pen. Elle se dit outrée que le drapeau français ait été remplacé par celui de l'Union européenne au-dessus de la tombe du soldat inconnu. Cette provocation, dit-elle, offense ceux qui se sont battus pour la France et elle demande au président de la République
de rétablir le drapeau national. Même son de cloche du côté de Valérie Pécresse, la désormais candidate des Républicains, présider l'Europe. Oui, dit-elle, mais effacer l'identité française, non. Elle demande aussi à Emmanuel Macron, mais en revanche, avec une petite nuance, elle veut bien le drapeau européen, mais il faut rajouter le drapeau tricolore. Nous le devons à tous nos combattants qui ont versé leur sang pour lui, dit-elle. Et puis finalement, cette petite polémique arrive même à mettre d'accord la droite et la France insoumise, avec notamment Antoine Léaumont qui répond à Valérie Pécresse. Et lui, dit-il, il préférerait voir, je cite, cette horreur enlevée et qu'on remette le drapeau de la patrie. Alors ça, c'est pour l'opposition. Du côté de la majorité, réponse de Clément Beaune, le ministre en charge des Affaires européennes. Il explique qu'il s'agit là d'une initiative symbolique et temporaire, qu'il est aberrant de voir la droite tout mélanger et s'engouffrer dans les polémiques de l'extrême droite, à savoir en fait que même ce soir, il y aura aussi un certain nombre de bâtiments qui vont être illuminés en bleu. C'est déjà le cas pour la Tour Eiffel, ça sera le cas pour Notre-Dame, pour le Sénat, pour l'Opéra Garnier. C'est donc une initiative temporaire. Merci beaucoup, Élodie, pour toutes ces explications. Christian Proutot, cette polémique, est-ce qu'elle a vraiment lieu d'être ? C'est nul. C'est vraiment nul. L'Europe, c'est l'avenir de l'Europe, de la France. C'est quoi cette histoire ? On y est dans l'Europe depuis des années. On a réussi à se réconcilier avec un pays avec lequel on semblait irréconciliable. C'est grâce à l'Europe, c'est grâce à ceux qui l'ont construite, l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on vient nous raconter ? C'est ça leur programme politique ? Mais je suis désolé, moi comme tout le monde, comme tous les Français, le sang de nos familles a coulé pour l'Europe. Mais est-ce que c'est pour une raison, pour tout d'un coup se retourner dans l'entre-soi en disant « Ah, c'est pas possible, l'Arc de Triomphe ». Mais l'Arc de Triomphe, c'est justement un symbole qui est important. Et de dire que la France, au moment où elle rentre dans la présidence de l'Europe, le marque pour quelques jours, est-ce que c'est la Révolution ? Est-ce que c'est pour ça qu'on aurait abandonné le drapeau français ? Mais tout ça me paraît vraiment dérisoire, pour pas dire autre chose. Parce que vraiment, moi, le sang versé, je sais ce que ça veut dire. Alors que ceux qui en parlent au nom de leurs principes, sachant très bien qu'ils vont à l'encontre de ce que veut le principe européen, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Gabriel Cluzel. Moi, je suis très choquée que vous fassiez si peu cas du drapeau français, de la disparition du drapeau français sur l'Arc de Triomphe. J'en fais peu cas. Je suis désolée, mais le drapeau français, quand les soldats meurent en opération extérieure, ils meurent pour la France, ils ne meurent pas pour Bruxelles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Leur cercueil, il est enveloppé du drapeau français. Nos ancêtres sur tous les monuments morts sont morts pour la France. Que l'on ait enlevé, alors déjà sur la plupart des bâtiments, il y a toujours maintenant le drapeau français à égalité avec le drapeau européen. C'est pas un État, c'est pas une nation, l'Europe. Ça a été fait au départ d'ailleurs sur des bases commerciales. On voit aujourd'hui d'ailleurs que c'est très compliqué de tenir. C'est devenu une auberge. Mais oui, la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était quoi ? On a même refusé d'inscrire dans la Constitution nos racines chrétiennes communes. C'est pas une comparaison. Donc, non, l'État comment dire, justifier le fait, j'en perds mes mots, que l'on enlève le drapeau français pour moi, je sais ce que c'est que ce bâtiment. Alors, pardon, vous n'avez pas le monopole du combat pour le pays. Hein, moi, je peux vous parler oui, voilà. Je peux vous parler de ma famille également. Mais je ne parle pas de ma famille, moi, je parle de moi. Non, mais les miens qui sont morts derrière, je vous en parle pas. Alors, parce que vous avez été patron du GIGN, vous avez le droit de dire que non. Moi, je crois que tout Français est légitime à accorder une importance majeure à avoir le drapeau français sous l'Arc de Triomphe. Donc vous, ça vous paraît pas grave que, ni vu ni connu, moi je suis d'ailleurs effrayée que celui qui a décidé ça ait pensé que ça puisse passer crème quand même. J'ai dit, c'est pas grave, l'Arc de Triomphe, déjà on l'avait emballé, j'ai jamais compris comment on ait pu autoriser ça. Maintenant, qu'à cela ne tienne, on va enlever le drapeau français, on va mettre le drapeau européen. Mais à quel moment le type qui a décidé ça s'est dit que ça allait passer comme ça ? Il a dit, Clément Beaune, que c'était symbolique. Et c'est symbolique. C'est extrêmement symbolique. C'est la disparition de la France. C'est la conception d'une Europe qui serait un État fédéral. Arnaud Chiche, très rapidement, parce que j'aimerais écouter vos alors, ma question est très rapidement. Très rapidement, promis. L'Arc de Triomphe, c'est pas français ? Quand on regarde, non mais laissez-moi. L'Arc de Triomphe, quand on le regarde, on a besoin en plus du drapeau français pour s'assurer que c'est français ? Non. L'Arc de Triomphe, c'est là. Pour moi, non mais symboliquement, il a été... mon point de vue à moi, l'Arc de Triomphe, c'est la France, et on met l'Europe en dessous parce qu'il y a une période un peu symbolique avec l'Europe, mais l'Arc de Triomphe, on a besoin du drapeau français, on le sait, on sait ce que c'est.
Voilà mon avis. William, et c'est un avis. Si ça ne vous fait rien que l'on fasse disparaître le drapeau français de l'Arc de Triomphe, c'est temporaire. Effectivement, je me dis qu'il y a une conception de la France que nous ne partageons pas. William Tay. Premier point, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que c'est placé sous l'Arc de Triomphe. Et l'Arc de Triomphe, ça a été construit par Napoléon Bonaparte suite à une victoire de la France contre les monarchies alliées qui voulaient détruire la France. Donc c'est quand même compliqué de mettre en avant l'Europe sous l'Arc de Triomphe. Après, la France fait partie de la communauté européenne. Donc là, on était un des pays fondateurs de l'Union européenne, donc on est attaché à la construction européenne. Mais on ne peut pas remplacer l'identité française par une identité européenne parce que l'identité européenne n'existe pas, en fait, tout simplement. L'identité repose sur la construction d'un État-nation et d'une communauté nationale. Et il n'y a pas de communauté européenne à l'heure actuelle. Il existe une alliance d'États-nations pour créer une Union européenne, mais il n'y a pas d'État-nation européen à l'heure actuelle. Il n'y a pas de démocratie européenne. Il n'y a pas de président élu au suffrage universel par les citoyens européens. Les citoyens européens, c'est une construction juridique à partir du traité de Maastricht. Et l'Europe, ça a été dit par la Cour de justice de l'Union européenne, c'est une construction politique et juridique, mais ce n'est pas un État-nation. Moi, je pense qu'il fait exprès, Macron, et qu'il a raison parce que tout le monde tombe dans le piège. On peut y revenir très rapidement dans la dernière partie de cette émission. Vous restez bien sur CNews, on revient tout de suite. De retour sur CNews dans la belle équipe avec les courageux du 1er janvier. Gabriel Cluzel, Christian Proutot, William Tay et Arnaud Chiche. Pour cette dernière partie de la belle équipe, eh bien, on va évoquer la crise sanitaire. On ne peut pas faire sans, en tout cas pour le moment. La France bat de jour en jour des records de cas de contamination, 232 000 hier encore. Et pendant ce temps, les mesures locales, elles, eh bien, se multiplient, notamment avec le retour du masque en extérieur dans plusieurs agglomérations. Et il y a ce décret paru aujourd'hui au journal officiel. Le port du masque dans les lieux publics est obligatoire pour tous, ça on le savait. Mais maintenant, dès 6 ans, dès l'âge de 6 ans. Arnaud Chiche, est-ce que c'est utile qu'un enfant, de 6 ans et demi, porte le masque dans un lieu public, comme c'est écrit dans le journal officiel? Les scénarios évoqués pour ce qui va se passer mi-janvier. En fait, si vous voulez, là, il y a un compte à rebours qui est lancé jusqu'à mi-janvier parce qu'en fait, les contaminations de maintenant, on aura les effets réels sur éventuellement les soins intensifs dans une dizaine de jours. Et sur les hospitalisations. Vous avez vu, les hospitalisations augmentent un petit peu en France, pas en réanimation. En fait, les modélisations et les scénarios possibles, mauvais ou plutôt optimistes, sont très influençables par la diminution des contacts entre nous. C'est ça que vous devez comprendre. Alors, je ne comprends pas du tout pourquoi ça peut être expliqué d'ailleurs, parce qu'on se dit, c'est quoi ce truc sur les masques? C'est parce qu'en fait, les modélisations montrent bien que si on arrive encore à faire des efforts de diminution de contacts entre nous, on peut pousser les courbes vers des scénarios moins oppressants pour l'hôpital. Bon, donc, cette mesure-là s'inscrit dans ce contexte-là. Alors après, moi, les enfants de 6 ans, mon Dieu... Je pense que c'est trop tard. Il y a 232 000 cas par jour, 10% de la population qui a contact. On va tous l'avoir. On est déjà tous en contact avec Omicron. Mais qu'on foute la paix à nos mômes, quoi. Ces enfants-là, ils ont 6 ans. Ça veut dire qu'il y a 2 ans, ils avaient 4 ans. Quelle scolarité ils ont eu, ces enfants-là? Ils ont déjà perdu du temps. Ils n'ont pas vu le visage de leur maîtresse normalement. Ils ont parfois fait des cours sur des iPads ou des ordinateurs. Je comprends l'idée, si vous voulez. Je comprends l'idée. Mais bon, encore une fois, mais je ne suis pas objectif. J'ai le sentiment qu'on met le curseur là-dessus. Vous voyez, le tout vaccinal, le tout masque. On a un exécutif qui est très fort pour le vaccin et le masque. Et on lui dit qu'il y a un système de santé à réformer en urgence, mais ça, on n'en parle pas. Et on attire l'attention, parce qu'en plus, comme c'est des sujets sur les enfants, c'est hyper sensible. C'est un peu comme la vaccination pour les enfants. D'ailleurs, on n'en parle plus trop, la vaccination pour les enfants, c'est assez marrant. Mais j'ai le sentiment que parfois, comme ça, il y a des sujets pour être un peu, pas en trompe-l'œil. Donc, en résumé, oui, moi, je suis l'apôtre de la prévention entre nous, des gestes barrières, de multiplier les masques et de faire très gaffe. Bon, dans cette logique-là, les enfants dont on sait que c'est un vivier, pourquoi pas, mais alors laissons les enfants tranquilles. Arnaud Chiche, vous parliez des admissions à l'hôpital qui augmentent de jour en jour. Justement, Mathieu Rio, vous êtes devant l'hôpital Cochin à Paris, vous êtes avec Alice Chaumy. Mathieu Rio, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu la situation à l'hôpital Cochin où Jean Castex était en visite? Il a d'ailleurs passé le nouvel an avec les soignants là-bas hier soir.
C'est ça, exactement. Alors justement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait déjà des déprogrammations d'opérations ces dernières semaines et il y en aura d'autres dans les semaines à venir. Pour vous donner un exemple très concret, très précis, ici au service d'urologie de cet hôpital, on parle de près de la moitié des opérations qui sont annulées, reportées à cause de la Covid-19, puisqu'il faut en fait libérer du personnel afin d'accueillir ces nouveaux patients. Parmi les profils les plus recherchés, on parle des anesthésistes et des infirmières anesthésistes. Et même si le niveau d'hospitalisation est moins important que lors des vagues précédentes, lors des premières vagues, eh bien la situation est critique, notamment car il manque du personnel. On parle ici d'un sous-effectif des soignants entre 20% et 50%. Je vous propose d'écouter un médecin que nous avons pu interviewer ce matin. Oui, il y a déjà pas mal de déprogrammations. En fait, on n'a jamais récupéré un niveau d'activité chirurgicale comparable à celui d'avant la situation Covid. On est même actuellement à une situation qui est pire que pendant les premières vagues Covid qu'on a connues, du fait notamment d'un manque de personnel. On est actuellement, je pense, à peu près 50% de déprogrammation sur notre activité chirurgicale. Oui. Et il y a des difficultés de recrutement dans certains pans de notre service, c'est-à-dire qu'au niveau de l'activité d'hospitalisation, c'est-à-dire les infirmières de salle, on n'a pas de départ. En revanche, il y a des départs et du manque de personnel au bloc opératoire, ce qui a un fort impact sur notre programmation et sur l'organisation des soins, l'organisation notamment des urgences chirurgicales. Alors pour l'instant, ce sont les opérations les moins urgentes qui sont annulées, mais ce médecin craint que la situation se tende davantage, sachant que l'Institut Pasteur, par exemple, prévoit un pic de cette nouvelle vague, cette vague du variant Omicron, d'ici la fin du mois de janvier. Merci beaucoup Mathieu Rio, avec Alice Chaumy devant l'hôpital Cochin. Arnaud Chiche, vous vouliez réagir, je vous donne 20 secondes pour réagir. Le président Macron, il a dit qu'il voulait rester du côté de la vie. Vous avez noté cette phrase ? Il ne veut pas déraciner son cœur et puis il veut rester du côté de la vie. Les patients déprogrammés de France veulent rester du côté de la vie. Les patients de France, les Français qui n'ont plus accès aux urgences veulent rester du côté de la vie. Les Français qui veulent un nouveau médecin généraliste dans les déserts médicaux veulent rester du côté de la vie. Président Macron, on veut tous rester du côté de la vie, mais c'est vous le président. C'est à vous de nous montrer que vous êtes un président innovateur, ambitieux et malin. Et vous devez réformer cela parce que vous avez vu ce qu'il a dit. On déprogramme depuis longtemps. Donc il faut arrêter de faire croire que c'est le Covid qui provoque tout. Le Covid accélère, n'aide pas. Mais on a un système de santé qui n'est plus en phase ou qui n'est plus à la hauteur de ce que doit être la France avec son arc de triomphe et ses 2 drapeaux. Christian Proto. Non, mais si c'est pour répondre à la question sur ce qu'a dit Macron et ce qu'il faut le commentaire qu'il faut en faire, ça m'intéresse moins que la première question, c'est savoir pourquoi tout d'un coup les enfants de 6 ans doivent porter le masque. Alors je vais me livrer juste à une petite réflexion physique. On m'a expliqué que l'aérosolisation, qui était le principal vecteur, vous m'arrêtez si je me trompe, de la contamination, quand c'est celui-là, les gouttelettes mettent 15 minutes pour tomber au sol. Les gouttelettes dans la discussion que l'on projette autour de soi. Donc, à partir du moment où les enfants sont en dessous, ça ne peut être que dans les transports en public que ça peut avoir un intérêt. Les transports en commun, peut-être, parce que le taux de saturation est important à ce moment-là, puisqu'il y a une mauvaise circulation d'air. Mais dehors, je ne comprends pas tellement. Voilà. Gabriel Cluzel. Oui, non, mais quand on voit l'ampleur du problème de la santé en France, parce qu'on parle de la santé publique, on n'a pas parlé de la médecine libérale non plus, qui est quand même sinistrée. D'ailleurs, les deux sont liés, hein, parce que c'est des vases communicants, qu'on n'a plus de médecins dans vos urgences. On voit toutes ces opérations qui sont déprogrammées. Et pourtant, les réformes, ou les prises de décision que l'on voit aujourd'hui concernent le port du masque à 6 ans, et pourquoi pas à 7, à 8. Moi, c'est ubuesque. Moi, je propose qu'on laisse de côté les enfants. Déjà, ça n'a aucun sens parce qu'il ne faut vraiment pas avoir vu comment les enfants à l'école maternelle et à l'école primaire gèrent leurs masques. Ils sont piétinés sous les manteaux et puis et on les remet, on les enlève. C'est un non-sens. Ah, mais on obéit à la règle. Hein, on obéit à la règle. Vous savez, madame, vous avez entendu parler, c'est pas du tout une interruption, parce que ça pour étayer votre propos, les purificateurs d'air. On est le seul pays du monde à ne pas le faire, et pas s'y intéresser. Alors, il y a un député de La République En Marche qui m'a dit il y a 2 jours qu'en fait, il y avait des budgets pour les élus locaux, c'était à eux de les installer. Des purificateurs d'air. On met ça dans les métros à Dubaï, on met ça dans les hôpitaux pédiatriques aux États-Unis. Ah, mais nous, en France, Laurent Wauquiez a essayé
en Rhône-Alpes. Certains, effectivement, dans certaines régions, essayent notamment... Au Japon, quand on va au cinéma, on a les taux de purification. Ça devrait être obligatoire. Mais enfin, avant de mettre des masques à des gamins de 6 ans, déjà installer les écoles. Parce que quand on dit aérer les écoles, non mais au secours, l'hiver on va ouvrir les fenêtres des mots. Il faut savoir que c'est dans encore un épisode ubuesque de cette crise. Un professeur me racontait qu'ils ont eu la consigne d'ouvrir les fenêtres, mais l'éducation nationale avait oublié qu'elle avait donné la consigne il y a quelques années pour empêcher les tentatives de suicide, d'enlever les loquets des fenêtres. Donc comment ouvre-t-on des fenêtres qui sont définitivement fermées? Il va falloir l'expliquer au professeur. Donc moi je propose qu'on laisse les enfants à l'écart de cette crise au maximum, qu'on les préserve. Et donc cette affaire de masque à partir de 6 ans me paraît assez déplorable. William Tay. Non, c'est juste parce que je voulais poser une question à Arnaud. Alors, on écoute William Tay. Oui. Et je vous laisserai poser votre question à Christian Proutot. En fait, on assiste de nouveau, comme en fin 2020, à l'enfer bureaucratique français, avec des décisions de plus en plus incompréhensibles et qui ne se justifient pas sur la question sanitaire. Parce que quand on regarde la courbe du Royaume-Uni, sur laquelle on a 3 semaines de retard, on voit que le nombre qui augmente en nombre de cas n'induit pas automatiquement un nombre qui augmente d'admissions dans les hôpitaux. Et donc, du coup, le variant Omicron est moins dangereux que le variant Delta. Et donc, du coup, vraisemblablement, Macron a raison d'être optimiste sur le sujet. On va sortir petit à petit de la crise sanitaire en raison de notre taux de vaccination, du fait que les personnes à risque sont en train de faire leur 3e dose de rappel, etc. Et donc, du coup, des différentes mesures de restriction de liberté ne se justifient uniquement soit parce que l'administration prend, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises, des mesures complètement incompréhensibles qui sont très bien théoriquement, mais qui n'ont aucun effet concret. Et deuxième point, parce que Emmanuel Macron va se représenter vraisemblablement et donc du coup doit cajoler un électorat qui est retraité, qui est très demandeur de mesures de protection et donc restrictives de liberté. Emmanuel Macron ne fait pas des décisions politiques uniquement justifiées sur la décision sanitaire, mais le fait en vue de gagner en 2020. C'est vachement grave ce que vous dites. J'imagine que vous le pensez. Vous venez de dire que les décisions sanitaires sont prises plus en fonction de la campagne électorale qu'en fonction de réalité sanitaire. Moi, ce que je dis, c'est que quand on prend tous les différents éléments, depuis le discours d'Emmanuel Macron du 12 juillet introduisant le pass sanitaire, puis la transformation en pass vaccinal, et si on prend en fait que le gouvernement suit la même stratégie qu'au Royaume-Uni, et donc celle de Boris Johnson, qui est un peu le nouveau modèle pour les pays européens depuis début 2021, il serait cohérent de laisser les vaccinés respirer et donc du coup uniquement appliquer les gestes barrières classiques et ne pas mettre de mesures de restriction de liberté pour ces personnes-là. Et si par cas ils suivent cette doctrine-là, et c'est ce qui a l'air d'être le cas, toutes les autres mesures rentrent en ces contradictions. Il faut trouver une justification. Ça ne peut être explicable que par 2 raisons. Soit parce que ils ont une pression de la part des médecins qui sont très enfermistes, une partie des médecins. Et deuxièmement, le reste, c'est qu'une partie des retraités sont très demandeurs de mesures de restriction de liberté. Et c'est son électorat clé. Eh bien, monsieur, vous venez d'expliquer avec des mots très intelligents pourquoi moi j'ai créé le collectif Santé en danger. Parce que je prétends en France que la santé doit être gérée de manière complètement indépendante. Voilà. En lien avec les politiques. Mais en fait, si jamais on a des règles restrictives en lien avec une campagne présidentielle, no comment. Christian Proutot, je suis désolé, on va devoir clore cette émission. Ou alors je vous donne la parole pour 30 secondes dans ce cas-là. Oui, je voulais juste demander à Arnaud Chiche, parce que comme Gabriel, je suis entouré dans ma famille de médecins, comment il ferait pour justement qu'il y ait des médecins en campagne, parce que les jeunes ne veulent pas y aller. Mon beau-frère a quitté son poste et il a eu un mal fou à trouver quelqu'un et c'était pas un jeune en plus. Alors, Arnaud Chiche, je vous donne 20 secondes. Il faut un temps d'avance. Vous avez bien vu pendant le premier confinement, les campagnes sont redevenues l'Eldorado. Ce sera pareil pour la médecine. C'est juste qu'en fait, l'exécutif actuel n'est pas capable de le tourner bien. Et en fait, il parle de mesures coercitives alors qu'il faut juste des petites mesures incitatives. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent travailler en campagne, avoir un salaire parfois fixe, ça veut dire salaire, ça veut peut-être dire pas à l'acte, ça veut dire avoir le mercredi quand on est une jeune maman pour s'occuper de ses enfants ou un jeune papa, ça veut dire des vacances. Si on est capable de faire des contrats comme ça partout en France, il y aura des médecins partout. C'est très simple. Arnaud Chiche, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans la belle équipe. Christian Proutot également, William Tay, Gabriel Cluzel, toujours un plaisir également de vous avoir sur ces plateaux tous les 4. Vous restez bien sur CNews, évidemment. Nous on se retrouve dans Punchline à 17h, mais en attendant c'est le Zap Paul. Et j'étais touchée par ce qu'a dit le président de la République ce soir, puisqu'il a dit qu'il a émis ce vœu, ce souhait sur 2022, en disant qu'il souhaitait qu'en 2022, ce soit l'année de sortie de cette pandémie. En tout cas, nous y travaillons, nous faisons tout pour faire en sorte que le virus circule le moins possible. C'est un défi collectif. D'ailleurs, on voit que dans d'autres pays européens, des mesures plus drastiques de privation de liberté ont été prises sur des questions de confinement, de couvre-feu, etc., etc. En France, nous sommes mobilisés
mobilisé, c'est un nous collectif, ce n'est pas le gouvernement, c'est tout le pays qui s'est mobilisé pour faire en sorte, par exemple, de permettre aux restaurateurs de rester ouverts et en activité, de permettre aux événements culturels aussi de se tenir, aux événements sportifs, de rassemblement. C'est important, je crois que ça fait partie aussi de ce qui nous donne de l'optimisme, c'est cette manière d'être ensemble. C'était symbolique pour moi de franchir la nouvelle année dans un établissement de santé. Voilà, on vous souhaite une très bonne année. C'est très symbolique, je le dis pour nos amis, que je sois à minuit au moment où on passe le cap du Nouvel An dans un établissement de santé. Les soignants restent dans une situation absolument désastreuse. Les lits d'hôpitaux continuent à se fermer. Donc le bilan, c'est à peu près ce que nous fait la Macronie depuis un an. Ils repeignent en rose une situation assez catastrophique. Je crois que les Français ne sont pas dupes. Et quant aux perspectives, moi j'ai entendu son mot de fin qui est quand même assez extraordinaire. Il dit « Restons unis, bienveillants et solidaires ». C'est à peu près l'inverse de tout ce qui est en train d'être fait. Unis, je ne crois pas que la manière de discriminer, la manière de pointer du doigt les non-vaccinés comme les seuls responsables de ce qui est en train de se passer. Des vœux d'unité, des vœux de confiance et des vœux aussi d'amour de la France. Il a rappelé un certain nombre d'éléments du bilan de notre pays, qui est un bilan collectif, à la fois sur la réindustrialisation, mais aussi sur la mobilisation face au virus, en apportant une touche d'optimisme pour 2022 et en rappelant que la France a cet esprit de résistance et que quand le peuple français est uni, il peut beaucoup. C'est un président candidat, sans le dire, et un président qui a été fidèle à lui-même dans un numéro, je trouve, d'autosatisfaction. Il a tenté de défendre son bilan et tout de même, il s'est quand même projeté évidemment vers l'avenir et ça, c'est bien normal. Mais ce qui est tout à fait regrettable, c'est de tenir un discours électoraliste sans même parler des gens qui souffrent, qui sont au chômage, qui sont seuls et de tous ceux qui sont impactés très dramatiquement par cette crise sanitaire. Le président hier a dit qu'il fallait réunir les Français. Moi, je pense que justement, c'est le talon d'Achille d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que jamais notre pays n'a été aussi fracturé, morcelé, archipélisé entre des opinions, des générations et des territoires. Et il y a un impératif national aujourd'hui, en effet, de rassembler les Français parce qu'il en va même de l'avenir de notre nation. Quelle France voulons-nous ? Une France inégale, injuste, divisée, où ceux qui nous dirigent aujourd'hui depuis 5 ans expriment leur condescendance envers les plus modestes. Une France pensée par le président sortant et la candidate de la droite, qui n'ont au fond qu'une seule et même référence, la prospérité de ceux qui sont déjà prospères. L'année 2022, elle va être riche en événements dans notre pays. Nous avons la possibilité de reprendre en main notre destin, de pouvoir bâtir ensemble cette République sociale, laïque, solidaire, féministe, écologiste, à laquelle nous sommes tant attachés. Nous voulons relever le défi des jours heureux, retrouver la maîtrise de nos moyens de production, faire en sorte que toutes les richesses que nous produisons soient mises enfin au service de l'être humain et au service de la planète. Faisons tomber le mur de l'argent. Aucun patriote ne peut se résoudre au déclassement de la France et à la dilution de la nation. Je vous invite non pas à regarder ou à attendre l'élection présidentielle, mais à la faire. Non pas à la laisser défiler devant vos yeux, mais à y prendre part comme citoyen, comme Français, conscient qu'il est des moments où dans l'histoire de notre pays, il appartient à la génération présente de se lever pour sauver le pays. Plus tard, je vous le promets, nos descendants diront de nous, en 2022, ils ont été courageux, ils ont été clairvoyants, ils ont été grands. Ils ont été à la hauteur, fidèles à leur nation. Ils ont cru en eux-mêmes, ils ont cru en la France. Ils ont été audacieux, intelligents, travailleurs et ambitieux. Ils ont été français.